Mars 1945. Un simple appel téléphonique du front de l'Ouest a fait taire Adolf Hitler pendant 8 secondes. Ses généraux ont vu la main du Führer trembler en serrant le combiné. Le message était clair, mais catastrophique. La troisième armée du général George Patton avait pulvérisé tout un groupe d'armées allemands en moins de 24 heures et 50 000 soldats de la Wehrmacht étaient devenus prisonniers des Américains. Ce qu'a dit Hitler a ensuite révélé à quel point un seul homme avait brisé l'échine du Troisième Reich. Voici l'histoire du jour où le Troisième Reich a compris qu'il affrontait une force de la nature impossible à arrêter. En mars 1945, l'Allemagne nazie saignait des deux fronts. Mais rien n'avait préparé l'état-major de Hitler à ce que Georges Spato Jr. allait déchaîner. Tandis que l'armée rouge soviétique avançait à l'Est avec une supériorité numérique écrasante, Patton avait transformé le front de l'Ouest en quelque chose de totalement différent, une guerre de vitesse, d'agressivité et de domination psychologique. Les généraux allemands avaient déjà combattu des ennemis méthodiques. Ils comprenaient les plans prudents d'Eisenhower et les avancées mesurées de Montgomery. Mais Patton jouait dans une autre cour. Sa troisième armée n'avançait pas, elle explosait à travers la campagne allemande comme un incendie, dévorant tout sur son passage. Entre janvier et mars 1945, ses troupes capturaient des soldats allemands à un rythme qui défiait la logique militaire, souvent des milliers de prisonniers par jour. La situation pour les commandants de la Wehrmacht à l'ouest tournait au cauchemar. Leur ligne de défense, jadis jugée imprenable, était contournée ou brisée en quelques heures. Patton avait perfectionné ce qu'il appelait la reconnaissance en force. Ces colonnes blindées sondaient les défenses ennemies, repéraient les points faibles et perçaient avant que les Allemands ne réagissent. Ces chefs de chars avaient des ordres permanents. Ne jamais s'arrêter, ne jamais attendre l'infanterie, et ne jamais laisser aux Allemands le temps de reformer des positions. Ce qui rendait cette période particulièrement dévastatrice pour l'Allemagne, c'était la destruction systématique de secteurs entiers de défense. Quand les forces de Patton franchissaient une ligne, elles ne se contentaient pas d'avancer, elles pivotaient derrière les positions allemandes, encerclant des divisions entières. Les lignes de communication étaient coupées, les routes d'approvisionnement tranchées, et avant que les commandants allemands ne puissent coordonner une riposte, ils se retrouvaient cernés par l'armure américaine. L'impact psychologique était tout aussi destructeur. Les soldats allemands du front de l'Ouest développaient ce que leurs officiers appelaient la panique Patton. Des unités qui auraient tenu face à d'autres chefs alliés abandonnaient leur poste au simple bruit d'une rumeur sur l'approche de la troisième armée. La vitesse de l'avance de Patton provoquait un effondrement en cascade. La retraite en engendrait d'autres, et la reddition devenait préférable à un combat qui semblait déjà perdu. Au fond de Berlin, dans l'univers de plus en plus isolé du bunker du Führer, Adolf Hitler recevait des rapports quotidiens qui dépeignaient un tableau de plus en plus désespéré. Mais rien ne l'avait préparé à l'ampleur de ce qui se passait le long du Rhin et au-delà. Les nouvelles du front de l'Ouest étaient presque incompréhensibles par leur magnitude. Le rapport de Hitler à la réalité avait toujours été compliqué, mais début 1945, l'écart entre ses attentes et la situation réelle était devenu un gouffre. Il croyait encore aux armes miracles, aux divisions politiques chez les Alliés, à la supériorité fondamentale des armes et tactiques allemandes. Les rapports sur les avancées de Patton pulvérisaient toutes ces illusions d'un coup. Quand les officiers d'état-major du maréchal von Rundstedt tentaient d'expliquer la situation, ils peinaient à trouver des mots qui n'allumaient pas une des fameuses colères de Hitler. Comment dire au Führer que des groupes d'armées entiers s'évaporaient, que des divisions encore marquées sur ces cartes n'existaient plus comme forces combattantes, que des soldats allemands se rendaient en nombre si massif que les Américains peinaient à les traiter. Le jour précis où les redditions massives ont culminé n'a pas été marqué par un moment dramatique unique, mais par la prise de conscience cumulative que le front de l'Ouest n'existait plus comme ligne de défense cohérente. Les forces de Patton ne gagnaient pas seulement des batailles, elles rendaient la guerre traditionnelle impossible. Sa troisième armée avait capturé plus de 140 000 soldats allemands en moins de 2 mois, avec des jours où des dizaines de milliers se rendaient alors que des secteurs de défense s'effondraient. La réaction de Hitler, d'après les témoignages de ceux qui étaient dans le bunker, a suivi des étapes prévisibles. D'abord le déni, il clamait que les rapports étaient exagérés ou que les soldats étaient des lâches. Puis la rage contre ses généraux pour leur prétendue incompétence. Il exigeait des contre-attaques de divisions fantômes, des renforts d'armées déjà anéantis. Mais sous la fureur, quelque chose que son entourage voyait rarement, une peur authentique. Hitler comprenait les mathématiques militaires, même s'il refusait leurs conséquences. Le rythme auquel Patton détruisait les forces allemandes à l'ouest signifiait qu'il ne resterait bientôt rien entre la troisième armée et le cœur de l'Allemagne. Et contrairement aux soviétiques, avec qui il se convainquait qu'on pouvait négocier, il savait que les Américains n'accepteraient rien de moins qu'une capitulation inconditionnelle. Pour saisir pourquoi les forces allemandes se sont effondrées si catastrophiquement face à Patton, il faut comprendre à quel point son approche de la guerre différait de tout ce que la Wehrmacht avait rencontré.
George Patton ne croyait pas aux combats loyaux. Il croyait à une violence écrasante, appliquée à vitesse maximale, pour briser la volonté de résistance de l'ennemi. Patton avait étudié l'histoire militaire avec obsession, de Rome antique à Napoléon, et il en avait tiré des conclusions précises. La clé de la victoire n'était pas de tuer chaque soldat ennemi, mais de rompre sa capacité à coordonner, communiquer et maintenir sa cohésion. Une armée qui ne pouvait plus fonctionner comme une force unie n'était qu'un ramassis d'hommes effrayés attendant de se rendre. Sa troisième armée opérait sur des principes qui semblaient presque téméraires aux stratèges conventionnels. Là où d'autres commandants marquaient une pause pour consolider leurs gains et protéger les lignes d'approvisionnement, Patton ordonnait d'avancer, acceptant des risques qui rendaient ses supérieurs nerveux. Il savait un truc essentiel, l'avantage psychologique de l'élan valait plus que la logistique parfaite. Un ennemi défenseur sous pression incessante commet des erreurs, perd sa cohésion et finit par craquer. Les Allemands appelaient ça la guerre de mouvement, mais Patton l'avait poussé à des extrêmes qui ne pouvaient suivre. Ses divisions blindées avançaient jusqu'à 80 km en une journée, filant devant les points forts allemands, coupant les lignes de communication et semant le chaos dans les arrières. Quand les commandants allemands réalisaient où était le coup principal, les forces de Patton étaient déjà passées à l'objectif suivant. Cette méthode exigeait une coordination exceptionnelle et un commandement subalterne agressif. Patton choisissait lui-même ses chefs qui partageaient sa philosophie de vitesse et de violence. Il leur donnait des objectifs larges plutôt que des ordres détaillés, leur faisant confiance pour exploiter les opportunités au vol. Quand une ligne allemande montrait une faiblesse, les commandants locaux avaient le pouvoir d'attaquer immédiatement, sans attendre l'approbation d'en haut. Le résultat, une armée qui opérait dans le cycle de décision allemand. Quand la Wehrmacht identifiait une menace, coordonnait une réponse et donnait des ordres, la situation avait déjà changé. Les forces de Patton étaient à des kilomètres, attaquant ailleurs, pendant que les renforts allemands fonçaient vers des positions vides. Pour les soldats allemands face à cette avalanche, l'expérience était psychologiquement dévastatrice. Ils ne perdaient pas seulement des batailles, ils perdaient tout contrôle sur les événements. Des positions censées tenir des jours étaient submergées en heures. Des routes de retraite sur le matin étaient coupées le soir. Et partout, l'élan inexorable de la troisième armée qui broyait tout. Les redditions massives du début 1945 n'étaient pas spontanées. Elles résultaient d'une destruction systématique des capacités militaires allemandes accumulées depuis des mois. Quand des dizaines de milliers de soldats de la Wehrmacht posaient les armes en rafale, c'était l'effondrement final d'une armée poussée au-delà de son point de rupture. Ces Allemands qui se rendaient aux forces de Patton venaient d'unités considérées comme efficaces il y a quelques semaines. Ce n'étaient pas des conscrits mal entraînés ou des auxiliaires étrangers réticents. Beaucoup étaient des vétérans du front de l'Est, des hommes qui avaient survécu à la guerre brutale contre l'Union soviétique. Pourtant, ils choisissaient la reddition plutôt que la résistance. Et ce choix dit tout de l'exploit de Patton. Plusieurs facteurs ont convergé pour créer ces conditions de reddition massive. D'abord, l'effondrement total de la logistique allemande. Beaucoup d'unités opéraient sans munitions, carburant ou nourriture suffisant. Sans balles, pas de combat. Sans essence, pas de manœuvre. Les avancées fulgurantes de Patton avaient sectionné les approvisionnements plus vite que les Allemands n'en recréaient. Ensuite, la destruction des communications allemandes laissait des unités aveugles, sans ordre clair ni vue d'ensemble. Les officiers subalternes prenaient des décisions de vie ou de mort sans directive d'en haut. Face au choix entre mourir pour rien ou se rendre pour sauver leurs hommes, beaucoup optaient pour la reddition. Troisièmement, et surtout, la vitesse de Patton instillait un sentiment que la résistance était futile. Les soldats voyaient les lignes derrière submergées, les routes de retraite coupées, et savaient que les Américains contournent et encercleraient toute position qui tenait. Le calcul devenait simple, se rendre tant que c'est possible, ou mourir dans un combat qui ne changerait rien. Les moments concrets de ces redditions massives variaient, mais suivaient un schéma similaire. Des colonnes blindées américaines encerclaient une position allemande, bloquant toute fuite. Plutôt que des assauts coûteux, les commandants US donnaient souvent un ultimatum. Rendez-vous tout de suite, ou affrontez un bombardement d'artillerie massif suivi d'une charge de chars. Face à ça, la plupart des chefs allemands choisissaient la raison. Pour Hitler, ces rapports de reddition massive marquaient l'effondrement total de tout ce qu'il avait bâti. La Wehrmacht était censée être motivée idéologiquement, formée à se battre jusqu'à la mort pour la patrie. Au lieu de ça, ces soldats se rendaient en plus grand nombre que lors des pires défaites à l'Est, et à Patton, le général américain que Hitler avait lui-même désigné comme le plus dangereux des Alliés. La rage du Führer dans le bunker, vue par plusieurs témoins, visait surtout ce qu'il prenait pour une trahison de ses propres troupes. Il ne pouvait ou ne voulait admettre que ses armées étaient surpassées, surclassées en manœuvres et submergées. Dans son monde de plus en plus délirant,
L'effondrement s'expliquait par la lâcheté ou la trahison, jamais par la réalité militaire créée par George Patton. Ce que Hitler a dit dans ces dernières semaines, alors que rapport après rapport confirmait la désintégration des forces à l'Ouest, révèle un homme face aux conséquences de ses propres choix stratégiques. Son obsession de tenir chaque pouce de terrain, son refus des retraits tactiques, son exigence de contre-attaques impossibles avaient créé les conditions d'une défaite catastrophique. Les archives de ceux qui étaient dans le bunker montrent que les réactions de Hitler mêlaient déni, rage et tentatives absurdes de trouver des boucs émissaires. Il accusait ses généraux de lâcheté, ses soldats de manque de volonté, même le peuple allemand d'être indigne de son commandement. Ce qu'il ne pouvait reconnaître, c'était un chef qui avait étudié la guerre avec la même intensité que celle qu'il avait apportée à la politique, et qui avait forgé une machine militaire taillée pour briser le type de guerre défensive que l'Allemagne tentait. L'exploit de Patton dépassait le niveau tactique ou opérationnel. Il avait brisé la capacité de la Wehrmacht à fonctionner comme une force cohérente à l'Ouest. À la fin de la guerre en mai 1945, la Troisième Armée avait capturé plus de 650 000 soldats allemands, plus que toute autre armée alliée. Mais la vraie mesure de l'impact de Patton n'était pas dans les chiffres. C'était dans la transformation de la psychologie de la guerre au front de l'Ouest. Les redditions massives de mars 1945 marquaient un tournant où l'armée allemande à l'Ouest baissait les bras. Pas par manque de courage ou même de ressources absolues, mais parce que Patton avait créé des conditions où résister semblait vain. Il avait réalisé ce que tous les grands chefs visent, la victoire non par attrition, mais par l'effondrement total du moral et de la cohésion ennemie. Pour Hitler, isolé dans son bunker alors que les soviétiques resserraient l'étau à l'est et que les armées de Patton s'enfonçaient profondément en Allemagne de l'Ouest, l'ampleur de son erreur devenait impossible à ignorer. Il avait méprisé les Américains comme mous, leurs chefs comme prudents, leurs soldats comme démotivés. Patton avait prouvé le contraire, accélérant la fin du Troisième Reich. Les 50 000 prisonniers, qu'ils aient été pris en un jour dramatique ou accumulés par une pression incessante qui rendait ces chiffres routiniers, représentaient plus qu'une défaite militaire. C'était l'échec complet de la doctrine nazie face à un ennemi qui combattait plus vite, mieux coordonné et avec un engagement absolu pour la guerre agressive. Hitler avait bâti ses armées pour conquérir par blitzkrieg, pour les voir détruites par un général américain qui avait perfectionné la guerre éclair au-delà de tout ce que les Allemands avaient accompli. Au bout du compte, ce que Hitler a dit importe moins que ce que ses mots révélaient. Un dictateur affrontant la réalité d'avoir rencontré son maître en George S. Patton Jr. Et la force inexorable qu'il avait jadis commandée, brisée par un chef qui comprenait la guerre moderne mieux que quiconque dans l'état-major allemand. Les redditions massives du début 1945 n'étaient pas qu'un événement militaire. C'était le clou dans le cercueil de l'Allemagne nazie, accéléré par l'homme qui refusait de faire autre guerre que celle qu'il savait gagner.